Zoomons sur cette base militaire américaine. Pas très loin des navires, mon regard a été attiré sur ces sortes de casiers avec certaines silhouettes. En fait c'est ça, un enclos à dauphins, dressé par l'armée américaine. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucas Explique. Ces derniers temps on m'a pas mal parlé de documentaires sur Valdimir. C'est ce beluga qui se serait échappé d'un centre militaire russe. Cette histoire elle paraît assez folle, mais derrière cet exemple devenu un peu mythique, j'ai découvert de très nombreux autres exemples bien avérés d'animaux utilisés par des armées. C'est bien trop triste qu'on n'en parle pas aujourd'hui dans les livres d'histoire. Des chiens aux aigles, en passant par les éléphants, les chevaux, les dauphins ou même les insectes, j'ai retenu 6 exemples qui m'ont marqué et qu'on va explorer ensemble. Alors, à quoi ressemblent ces animaux dressés pour la guerre? Je vous explique. Utiliser les capacités des animaux pour la guerre, j'ai découvert que c'était loin d'être juste des tests ou quelque chose d'anecdotique. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 11 millions d'animaux auraient été mis au service des armées. C'est des chiffres qui sont considérables avec un nombre de décès qui est pareil monumental. Mais il y a aussi de nombreux autres exemples dans des guerres bien plus anciennes et aussi beaucoup plus récentes. Les animaux présentent des aptitudes physiologiques qui sont quand même plus intéressantes que l'homme. En plongeant dans l'histoire de ces animaux au cœur des guerres, on a aussi trouvé plusieurs utilisations violentes. On va vous les présenter, mais on va essayer d'éviter au maximum les images les plus difficiles. Pour commencer, prenons un premier exemple dans les airs. Regardez ce drone. En quelques instants, cet aigle se jette dessus et le saisit. En fait, cet aigle royal est entraîné par l'armée française sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. On le voit depuis plusieurs années, l'utilisation de drones à des fins d'espionnage ou militaires se développe largement. Face à cette menace, l'armée française recrute plusieurs aigles au milieu des années 2010. Grâce à leurs aptitudes exceptionnelles, ces rapaces peuvent les détecter à plusieurs milliers de mètres et les neutraliser selon l'armée. C'est quand même des drones de 0 à 2, 3, voire 4 kilos. Donc des drones relativement lourds et dangereux. C'est le seul oiseau à même de pouvoir intervenir sur ce type de proie. Mais remontons le temps. Pendant des millénaires, plusieurs rapaces vont déjà être appréciés par des rois et des seigneurs militaires, mais c'est plutôt pour leurs impressionnantes aptitudes de chasse. Plus tard, en pleine Seconde Guerre mondiale, en plein conflit contre l'armée nazie, les autorités britanniques soupçonnent Hitler d'envoyer des pigeons en Angleterre, et ils veulent contre-attaquer. On a un escadron britannique qui utilisait des faucons pèlerins qui avait pour but d'intercepter des pigeons voyageurs allemands qui seraient venus sur Londres pour avoir des informations dans le cas d'espionnage. Finalement, l'escadron-là, ils ont arrêté 15 pigeons voyageurs qui n'étaient pas à rôle vraiment déterminant. Plongeons dans ces images plus récentes, ces deux avions militaires sont entrés en collision avec des oiseaux. Pour éviter ça, depuis les années 1980, plusieurs bases militaires françaises utilisent des faucons et des buses pour les faire fuir et éviter ce type d'accident. Pour finir, revenons aux impressionnants aigles royaux chasseurs de drones. Pour réussir ces attaques, des techniques de dressage spéciales sont nécessaires. Leur troisième semaine, c'est eux qui ont été nourris sur des carcasses de drones. Et petit à petit, on a commencé à assimiler le drone au jeu et à la nourriture. Et maintenant, c'est devenu un automatisme pour eux. En 2018, selon plusieurs articles, un des aigles français se trompe de cible. Selon ce rapport parlementaire, il blesse une jeune fille de 5 ans, confondant son gilet avec un drone. Suite à ça, le programme aurait été abandonné, toujours selon ce rapport. Mais plusieurs autres animaux sont bel et bien utilisés en plein champ de bataille. 1942, bataille de Stalingrad, en Union soviétique. Pour tenter de stopper les chars allemands qui avancent sur la ville, l'armée rouge a notamment recours à des chiens. Perso, je n'avais jamais entendu parler de cette utilisation macabre. Selon plusieurs sources, des chiots seraient dressés en étant nourris uniquement sous des tanks. Ils seraient ensuite affamés et entourés d'un harnais chargé d'explosifs. L'idée est que, pensant trouver de la nourriture, ils rejoignent les chars ennemis et déclenchent une explosion. C'était une mission suicide pour le chien, il n'en avait évidemment pas conscience. À Stalingrad, un bataillon aurait détruit 60 chars ennemis avec ce procédé, selon cette thèse de 2018. Je suis même tombé sur ce monument de la ville qui commémore ces chiens anti-chars. Ça a été donc à la fois un succès parce qu'il y a eu des tanks qui ont explosé grâce à ces chiens-là, mais aussi un échec parce que, a priori, les chiens ne différenciaient pas forcément toujours un tank ennemi d'un tank allié. Plus récemment, je suis tombé sur cette vidéo de 1999 où on voit ce chien militaire russe simuler une explosion sur un char. Mais je n'ai pas réussi à déterminer s'il s'agit d'une sorte de commémoration ou d'un réel entraînement. La thèse précise que l'armée américaine aurait aussi employé cette technique. Cet exemple, il montre les conséquences qui peuvent exister pour les animaux soldats eux-mêmes. C'est aussi un point sur lequel je me suis interrogé et on y reviendra. Penchons-nous plus de 3000 ans plus tôt sur ces lévriers. Ils accompagnent ce char où l'on peut voir le pharaon Toutankhamon et ils sautent à la gorge des soldats ennemis. Cette gravure est l'une des premières traces des chiens utilisés en temps de guerre. Au fil des siècles de l'Antiquité puis du Moyen-Âge, plusieurs races de chiens sont utilisées dans différentes armées.
Tout d'abord, c'était pour ses capacités d'attaque. On voulait des chiens qui faisaient peur, qui pouvaient achever des hommes, qui étaient donc souvent recouverts de métal, qui avaient un collier avec des pointes pour être eux-mêmes protégés des blessures. Autre exemple, lors de la colonisation de l'Amérique par les conquistadors, des chiens sont utilisés pour effrayer, traquer et mettre à mort des soldats de plusieurs peuples du continent. Au cours des siècles suivants, la modernisation des armes rend moins efficace l'utilisation de chiens de combat. Pourtant, j'ai pu voir que lors de la Première Guerre mondiale, autour de 100 000 chiens sont mobilisés dans le conflit, selon l'historien Éric Baraté, spécialiste de ces questions. Je trouve ce chiffre énorme. On va vous emmener dans les tranchées pour vous faire découvrir les multiples missions qu'ils accomplissent alors. La Première Guerre mondiale, les tranchées sont apparues et du coup le cheval, il était beaucoup moins utilisable dans les tranchées en elles-mêmes. Donc le chien, lui, pouvait amener auprès des soldats des munitions, du ravitaillement ou des petits canons. C'est plutôt des gros chiens, des grosses races qu'on utilisait, mais chez les Belges, ça a été particulièrement utilisé. C'est loin d'être la seule utilisation des chiens dans ce conflit hors norme. Ils pouvaient avertir de la présence d'un ennemi. On leur laissait des messages au niveau de leur collier et ils pouvaient retourner à l'arrière du front et avertir donc les soldats à l'arrière de ce qui se passait aux premières lignes. Parfois, on dressait vraiment un chien comme le chien sanitaire pour venir prévenir d'un soldat blessé auprès de brancardier et qu'il soit pris en charge par la suite. Et c'est plus rapide avec un chien qui court, qui utilise son odorat. Il y avait le chien ratier qui est apparu et le rôle était de débarrasser au maximum les tranchées de leurs rats. On ignorait encore le chien parachutiste. C'est pourtant bien aux sauts que sont destinés les bergers allemands du camp de Meucon. Les commandos d'Indochine auront moins à craindre dorénavant des risques d'embuscade. La pratique du tir réel avec mitrailleuses et grenades met un point final à la formation des chiens de guerre. Aujourd'hui, des chiens sont toujours utilisés par plusieurs armées. Voici par exemple Kero, un malinois des troupes d'élite de la marine américaine. Le 2 mai 2011, il est au cœur de l'opération Neptune Spear qui conduit à l'élimination d'Oussama Ben Laden. Des chiens remplissent aussi de nombreuses autres missions au sein d'autres armées, dont l'armée française. Ils ont un rôle de surveillance, sentinelle. Ils vont aussi pouvoir détecter les mines et les odeurs d'explosifs. Il y a un casque qui a été créé qui présente une caméra avec double visée où on voit en gros ce que le chien voit. Le casque est aussi muni d'un micro, donc les soldats qui suivent le chien peuvent écouter ce qui se passe dans l'environnement. Et le chien apporte même un système de radio avec lequel son maître chien lui donne les ordres. Donc le chien peut être vraiment lancé seul sur un terrain. Mais des animaux de guerre, il n'y en a pas seulement sur la terre ferme. Ces formes qui font penser à des enclos, je les ai retrouvées dans cette base américaine à Hawaï en 2003, mais aussi dans cette autre base en Floride en 2017 et à plus grande échelle dans cette base en Californie où elles sont encore visibles aujourd'hui. On les retrouve aussi sur des photos rendues publiques par l'armée américaine. Alors j'avais entendu parler de tests militaires sur des dauphins, mais j'étais loin de m'imaginer que c'était déjà autant développé. En fait, dès la fin des années 1950, la marine américaine lance des travaux pour mettre à son service des dauphins mais aussi des otaries. Who learned to come at once to an acoustic signal and a lifeline to a diver pretending to be lost. Who but Tuffy the porpoise, first of the trained breed who may become man's best friend within the sea. Ils ont lancé un programme sur les mammifères marins dans le but de dresser des dauphins, des otaries, à détecter des mines sous-marines, des objets sous-marins de façon plus générale. Ça pouvait également être la détection de plongeurs ou d'ennemis dans l'eau. Dans ces documents, l'un des scientifiques montre plusieurs tests menés. Plusieurs de leurs capacités très développées intéressent les militaires. Leur plongée profonde, leur aptitude à s'orienter même en eau trouble, leur capacité de communication, etc. Rien que dans les premières décennies du programme, au moins 100 dauphins auraient été dressés, et ça ne s'arrête pas qu'à des tests. Pendant la guerre du Vietnam, des dauphins sont par exemple déployés pour surveiller une installation américaine. Ils sont aussi utilisés ici en 2003 lors de la guerre en Irak, notamment pour détecter des intrusions ennemies ou des explosifs. Plus récemment, je suis tombé sur ces photos. Dans cet avion, ces dauphins sont transportés jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour une vaste opération de déminage. Pour répondre à différentes missions, l'armée peut équiper des otaries et des dauphins de plusieurs accessoires, comme cette balise permettant de localiser cet animal. Et selon certaines sources, il pourrait aussi servir pour de l'espionnage ou pour tuer des ennemis, ce que demandent des responsables américains. Les dauphins tueurs, ils en parlaient pour la guerre froide, où ce seraient des dauphins qui venaient, donc quand il y avait un plongeur ennemi, vraiment s'attaquer à la personne. Mais voilà, ils auraient réfuté cette information, mais on ne sait pas pour le côté russe. Pendant la guerre froide, l'armée soviétique mène aussi des recherches sur des mammifères marins, notamment en mer Noire. Mais rembobinons un peu. J'ai découvert que des animaux marins, un autre pays tente d'en utiliser dès la Seconde Guerre mondiale. Rendons-nous en Suède, et plus précisément ici.
Pour tenter de faire face à des attaques de sous-marins sur des navires suédois, le pays lance l'opération Palmen pour développer une nouvelle arme secrète. Devant ce bâtiment, de jeunes phoques capturés dans la nature sont entraînés à détecter des sous-marins ennemis. Mais ça va plus loin car ces équipes tenteraient de leur faire porter des explosifs pour détruire leurs cibles en mer. Ce document d'un sociologue suédois indique un début prometteur, mais des succès techniques qui semblent avoir été limités. Et l'opération est stoppée à la fin de la guerre. J'ai aussi vu que plusieurs utilisations de dauphins et d'autres de ces animaux marins sont dénoncées par des défenseurs des animaux. En effet, certains usages de ces espèces souvent décrites comme intelligentes pourraient entraîner du stress ou de la souffrance. Dans le programme américain, il y a eu très peu d'animaux qui ne sont pas revenus auprès de l'homme. Alors on peut se demander si c'est pas parce que simplement ils cherchaient à avoir de la nourriture ou à quel point la domestication, même si on peut pas vraiment parler de domestication, a été présente. Aujourd'hui, la place de l'animal dans la société, elle est tellement importante que on ne peut plus faire les mêmes choses qu'avant. Hey! Je vais refaire ça. L'armée russe, bien qu'elle n'ait rien confirmé, il y a un beluga qui a été trouvé aux côtés des côtes norvégiennes qui portait un harnachement avec des inscriptions russes, donc ce qui laisse vraiment sous-entendre que les Russes utilisent aussi des cétacés éventuellement pour protéger leur base navale ou détection de mines, de sous-marins. De son côté, le programme américain existe toujours, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Nous sommes cette fois en pleine Chine, occupée par les Japonais dans les années 1940. Dans ce bâtiment, l'unité 731 développe de nouvelles armes en s'appuyant notamment sur des tests sur des prisonniers chinois. Ils mettent notamment au point la bombe Yagi ou Uji. Sa spécificité, c'est qu'elle n'explose pas, mais libère un grand nombre de puces porteuses de la peste. Une autre version contient un mélange de mouches et d'une sorte de boue, contaminée cette fois au choléra. Ces bombes à insectes sont relâchées sur plusieurs villes chinoises. Au total, ces attaques et d'autres armes biologiques japonaises auraient tué des centaines de milliers de personnes. Se servir des insectes pour faire la guerre, ça existe en fait depuis très longtemps et ça porte un nom, la guerre entomologique. Ces articles distinguent en gros 3 principaux types d'utilisation d'insectes. Par exemple, dès l'Antiquité, des paniers ou des vases contenant notamment certaines abeilles ou des guêpes servent de projectiles. Les Romains auraient même utilisé des catapultes pour en projeter dans les lignes ennemies. Et ça, c'est le premier type d'utilisation d'insectes, se servir de ces petites bêtes pour des attaques directes sur les ennemis. On peut penser aux soldats vietnamiens qui utilisaient les essaims d'abeilles contre les Américains. Ils créaient des pièges, en fait, sur les essaims qui étaient reliés à une ficelle et à un bout de bambou. Et lorsque les Américains déplaçaient le bambou par inadvertance, l'essaim d'abeilles était perturbé et les abeilles venaient attaquer donc, les soldats américains. Deuxième type d'utilisation, avoir recours à des insectes pour répandre des maladies, comme on l'a vu avec les bombes Yagi au Japon. En Europe, dans le camp de concentration de Dachau, des nazis mènent des recherches sur les moustiques et la transmission du paludisme sur des déportés. Dans cette étude, un chercheur explique que l'un des buts aurait été la guerre biologique offensive. De son côté, l'armée française aurait eu un autre objectif secret, utiliser cet insecte, le doryphore, pour infliger d'importants dommages aux cultures de pommes de terre allemandes. Au cours des années suivantes, c'est l'armée allemande qui à son tour réfléchit à disperser ces insectes pour attaquer les champs du Royaume-Uni qui lui résistent. Ça, c'est le troisième type d'utilisation des insectes, se servir d'insectes ravageurs pour détruire les cultures agricoles dont l'ennemi a besoin. Mais les insectes peuvent aussi être des sources d'inspiration pour développer de nouvelles technologies utiles aux armées. Il y a les abeilles qui pourraient détecter des odeurs d'explosifs. Il y a cette étude en cours, ça s'appelle Dragonfly, où on essaye d'avoir une connexion neuronale un peu modifiée chez la libellule pour pouvoir la guider dans ses mouvements et à terme, ils veulent en faire des drones. Les armées ont donc utilisé des animaux de très petite taille, mais aussi beaucoup plus grands. En préparant cette vidéo, j'ai directement pensé aux éléphants d'Hannibal contre Rome qui m'avaient marqué plus jeune. Mais en fait, j'ai appris que des éléphants sont utilisés par des armées beaucoup plus récentes. The elephant is willing to use his great strength to assist our war effort, but he must be treated with the respect that is his due. Otherwise, he will not work. Alors comment on en arrive là? Les éléphants, à la base, ils auraient été domestiqués plusieurs millénaires avant notre ère dans ce qui correspond à l'actuelle Inde. Plusieurs armées de l'Inde et de la Chine antique les transforment en éléphants de guerre pour changer la donne sur les champs de bataille. En effet, ce sont les plus grands mammifères terrestres et ils possèdent plusieurs avantages. Avec sa taille, il pouvait effrayer les ennemis et aussi aller tout simplement écraser les rangs. Personnellement, ça m'a fait penser à une scène du Seigneur des Anneaux où on voit justement une charge de gigantesques créatures inspirées par des éléphants. Il y a des gravures où on voit des éléphants avec une forme de protection et alors c'est pas à l'échelle du Seigneur des Anneaux bien sûr, mais en tout cas le harnachement pour ensuite avoir des hommes au-dessus et qui pouvaient éventuellement être des archers ou avoir une autre forme d'attaque. Vers moins 210 avant notre ère, Hannibal, général carthaginois, veut soumettre les Romains.
C'est au cours de cet épisode qu'il traverse les Alpes avec son immense armée et des dizaines d'éléphants dans le but d'attaquer Rome. Une grande majorité des éléphants seraient décédés au cours de cette traversée des Alpes parce que tout simplement l'éléphant ne pouvait pas survivre à des températures aussi froides. Au fil des siècles, plusieurs limites apparaissent. Par exemple, les éléphants nécessitent beaucoup de nourriture et des techniques efficaces se développent pour les contrer, notamment l'utilisation du feu dont ils ont peur. Pourtant, je me suis rendu compte que des armées y ont eu recours beaucoup plus récemment. Par exemple, au 19e, ils sont utilisés par des soldats indiens opposés aux Britanniques. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs armées s'en servent en Asie. Il y a des exemples d'utilisation de l'éléphant avec les Britanniques et les Japonais pour à la fois passer les terrains compliqués avec ces jungles denses, mais aussi pour créer des ponts. Mais il y a un autre animal qui a participé à de nombreuses batailles dans le monde entier. Revenons au cœur de cette scène de combat en Égypte antique. À côté des chiens dont on a parlé, des chevaux ont un rôle fondamental. Plongeons il y a 4500 ans. Des hybrides d'ânes sont déjà attelés à des chars militaires sumériens comme ceux-ci. Ces attelages d'ânes hybrides sont progressivement remplacés par des chevaux. C'était encore difficile de trouver une stabilité avec l'arnachement de l'époque pour un cavalier avec une arme sur un cheval. Donc d'abord les combats se faisaient avec les chars et le char dans lequel pouvaient être présents deux hommes, soit des gens qui avaient des javelots, soit des archers. Mais entre moins 1000 et moins 700, une nouvelle utilisation des chevaux va révolutionner la guerre selon cette thèse. Ces animaux sont désormais montés directement et ça a de nombreux avantages face à des soldats à pied. Et on peut se déplacer rapidement, on a une maniabilité qui est intéressante par rapport aux chars. Ce qu'on appelle la cavalerie va être utilisée par un très grand nombre d'armées dans des endroits et à des époques très différentes. Pour ne donner que quelques exemples, on les retrouve dans les armées grecques et romaines, dans celle d'Alexandre le Grand, dans l'armée mongole de Gengis Khan, dans l'armée d'Attila, mais ils sont aussi utilisés par de nombreux chevaliers du Moyen-Âge, pendant la guerre de 100 ans, par les samouraïs japonais, par l'armée ottomane, puis dans l'armée napoléonienne ou encore en pleine guerre de sécession. Comme pour les chiens, les armes et les véhicules militaires modernes vont réduire l'utilisation de ces animaux. Et pourtant, environ 11 millions de chevaux, mules et mulets auraient été utilisés pendant la Première Guerre mondiale, dont 1,8 million rien que dans l'armée française. Au début, ils sont encore intégrés à certaines cavaleries, mais les capacités des chevaux servent aussi pour de nombreux autres usages. Le cheval était toujours très présent pour tracter encore les ravitaillements, les canons, ou avoir un rôle de aussi messager. Il y a de la boue, des terrains avec des trous d'obus qui sont remplis d'eau, où les véhicules ne peuvent pas passer. Le chien avait un réel rôle de soutien moral pour les soldats. On en voit dans leurs témoignages, mais aussi les chevaux et finalement tous les animaux pouvaient représenter pour eux une source de réconfort. Un grand nombre d'entre eux payent aussi durement ces utilisations par les armées. Rien qu'au cours de la Première Guerre mondiale, 60% des chevaux aux mules françaises auraient été tués. Et au fil des siècles, ce sont des millions qui ont été tués ou blessés lors des batailles. Ces champs de bataille peuvent aussi entraîner d'autres effets comme le stress. Donc on ne pouvait pas ferrer correctement les chevaux, on ne pouvait pas les nourrir correctement, surtout qu'il y a eu l'apparition des gaz aussi qui ont provoqué un autre type de souffrance et une autre forme de décès avant que les masques à gaz soient créés pour l'animal également à même titre que pour les hommes. Les chiens, quand ils survivaient à la guerre, ils sortaient évidemment traumatisés avec la peur des bruits. Les chevaux également, ils étaient effrayés par tout ce qui était les explosions et les lumières donc liées aux explosions. Le but, c'est pas de faire ici un parallèle avec les morts humains, mais c'est de traiter de ce sujet dans sa globalité avec tout ce qu'il implique. Si on plonge maintenant à Londres, à cet endroit, on peut tomber sur ce monument. En fait, j'ai appris qu'il rendait hommage aux chevaux, mais aussi à d'autres animaux qui ont été utilisés lors de conflits au XXe siècle. En fait, ça présente un cheval avec deux ânes derrière et il parle de tous les animaux. Sinon, il y a même un mémorial qui a été fait à Paris. Ça présente le pigeon, le chien et le cheval avec le nombre d'animaux utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Et pour la vétérinaire que j'ai interviewée, c'est très important de se souvenir aussi de ces animaux. On peut pas juger l'utilisation de l'animal avec notre angle de vue actuel sur les événements passés puisque l'animal n'avait pas du tout la même place. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus d'avancées scientifiques qui nous permettent de dire qu'en effet, c'est un être vivant doué d'une sensibilité et qu'en tant que tel, il doit être respecté comme cela. Notre rôle à nous, c'est de nous souvenir de ce qu'ils ont fait et de leurs pertes et de leurs utilisations. C'est bien trop triste qu'on n'en parle pas finalement aujourd'hui dans les livres d'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En creusant avec ma collègue Azilis, que je remercie, on a trouvé un nombre d'exemples très importants. Alors là, on vous a donné vraiment qu'un petit aperçu. Et si ça vous intéresse, on vous met plusieurs références sous la vidéo YouTube et vous pouvez bien sûr aussi compléter dans les commentaires. Et pour finir, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Lucas Explique.